Comment éviter une nouvelle crise financière mondiale? Patrick Artus propose des solutions dans un livre qui a pour titre Discipliner la finance, vaste chantier. C'est aux éditions Odile Jacob. Bonsoir Patrick Artus, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris, Patrick Artus, pardon, chef économiste de la banque française Natixis. Alors, commençons peut-être par bien poser le cadre. Les mots sont importants. La finance, c'est quoi? On l'entend beaucoup, notamment lors des campagnes électorales. La finance, d'abord, c'est pas quelque chose qui s'oppose à l'économie réelle. Contrairement, on dit parfois il y a l'économie réelle et puis il y a la finance. Ouais. La finance, c'est la façon dont nous transformons l'épargne en financement des investissements, des déficits publics. Vous épargnez, mais cette épargne, elle n'est pas directement disponible pour financer les États, pour financer les entreprises ou pour financer d'autres personnes qui vont acheter des logements. La finance, c'est ce qui permet de prendre votre épargne et de la mettre à la disposition de personnes qui ont des besoins de financement. Et par exemple, les banques vont collecter des dépôts et faire du crédit. Les marchés financiers vont collecter votre épargne et financer des émissions d'actions, des émissions d'obligations. Les pays les plus riches vont financer les pays émergents. Les pays émergents vont financer les pays émergents, et on peut peut-être en parler, vont financer bizarrement les États-Unis, qui sont un des pays qui recueillent une partie très importante de l'épargne mondiale. Donc, pourquoi vont financer les États-Unis? Parce qu'il se trouve que, alors c'est une autre caractéristique de la finance, le dollar est la monnaie de réserve dominante, l'euro est très petit par rapport au dollar, et ceci permet aux États-Unis en fait d'attirer de l'épargne, puisque beaucoup d'investisseurs dans le monde vont placer leur épargne dans des actifs financiers en dollars. Et donc ceci finance les États-Unis, quelque chose que Donald Trump a parfaitement compris, puisqu'il utilise cela pour avoir un énorme déficit budgétaire qui se finance très facilement grâce à ce rôle international du dollar. Et donc il peut relancer l'économie américaine à des taux d'intérêt extraordinairement bas grâce au rôle très particulier du dollar dans le système monétaire. Et on va y revenir, mais la dette des États-Unis, c'est 100% de son PIB, et c'est beaucoup plus pour certains autres pays du monde. Alors la finance, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris, Patrick Artus, une place considérable, démesurée. La finance, c'est 400 000 milliards de dollars, on peut quasiment dire, vu les chiffres stratosphériques, parler d'euros. Ça équivaut à quoi au juste? Alors ça correspond à peu près à 5 années du produit intérieur brut du monde, c'est-à-dire de la production d'une année. 5 fois? 5 fois. Il y a 20 ans, c'était 2 fois. Donc la taille de la finance par rapport à l'activité réelle donc de production a été multipliée de 2 à 5, donc par 2,5. Alors ça vient de plusieurs facteurs. Ça vient d'abord de l'augmentation très forte des dettes publiques, qui sont un des grands sujets et d'une des grandes inquiétudes qu'on peut avoir. Dettes publiques, bien sûr, sont financées par, on l'a dit, par le fait qu'une partie de l'épargne sert à acheter des dettes émises par les États. Ça vient aussi de ce que, de plus en plus, on a choisi de se financer par l'endettement et pas directement en action. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires financiers qui transforment l'épargne en dette. Ça vient de ce qu'il y a eu beaucoup de transferts internationaux d'épargne, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou à 30 ans. Les pays se prêtent entre eux, ce qui n'était pas le cas dans le temps. Et donc on arrive à une taille de la finance qui est colossale, avec deux conséquences. La première, c'est que ce sont maintenant les chocs financiers qui créent les crises de l'économie réelle. Il y a 30 ans, c'était les crises de l'économie réelle qui causaient les crises financières. Donc aujourd'hui, les crises et les récessions partent de la finance. 5 fois l'économie réelle. Il y a 20 ans, vous venez de le dire, c'était 2 fois. Vous avez esquissé des pistes, mais vous parlez aussi d'intermédiaires dans l'épargne. On a eu besoin, dites-vous, d'intermédier l'épargne. Oui. Qui sont les intermédiaires? C'est les banques, les marchés financiers, les assureurs. Vous-même, quand vous épargnez, vous avez sûrement un contrat d'assurance vie. Donc vous avez confié votre épargne à un assureur. Cet assureur a acheté des dettes publiques, des dettes d'entreprise, des actions. Et ça, c'est de la finance. Puisqu'il transforme votre épargne pour que des entreprises ou des États puissent s'endetter et financer leurs dépenses. Et donc, on a considérablement augmenté la taille de cette activité d'intermédiation financière. Mais il y a un truc qu'on a du mal, quelque chose, si je peux dire, qu'on a du mal à comprendre, c'est que entre ces 20 années, il y a eu une certaine crise quand même mondiale, grave. 2008, on entendait dire plus jamais ça, on va réguler. À l'époque, on parlait aussi de discipliner quelque peu la finance, avec parfois des dirigeants d'ailleurs de droite comme de gauche, avec des mots très durs, très offensifs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Non, mais on l'a fait. Le problème, c'est qu'on a discipliné ou régulé un petit bout de la finance, qui sont les banques des pays de l'OCDE, donc les banques des pays les plus riches.
Aujourd'hui, ces banques ont beaucoup de fonds propres, leur taille a diminué, le crédit bancaire dans les pays de l'OCDE, en Europe, aux États-Unis, au Japon, a diminué. Et ça serait extrêmement improbable qu'une crise de la finance vienne du même endroit qu'il y a 10 ans. Ouais. Mais on a plein d'autres endroits de la finance qu'on n'a pas régulés. Et dans le livre, par exemple, je donne l'exemple qu'on évoquait déjà du financement des États-Unis. On a quelque chose qui est extrêmement choquant et d'ailleurs très inefficace, c'est que ce sont les pays pauvres qui financent les déficits des États-Unis, alors que l'épargne mondiale devrait au contraire aller vers les pays pauvres. En fait, c'est dans l'autre sens. On a toute la circulation d'argent entre les pays émergents et les pays de l'OCDE, avec quelque chose qui est extraordinairement déstabilisant et que connaissent bien tous vos auditeurs des pays émergents, c'est que les capitaux, certaines années, vont dans les émergents, puis repartent, puis reviennent. Ça crée d'énormes fluctuations des taux de change et d'énormes fluctuations de l'activité économique. Et question centrale dans le débat économique aujourd'hui, c'est la question des dettes publiques de l'OCDE, qui ont considérablement augmenté, elles, depuis 10 ans. Justement, l'Italie inquiète en ce moment l'Union européenne, 130% du PIB, mais on a du mal à comprendre, parce que pour le commun des mortels, par exemple, le Japon, c'est un pays prospère, occidentalisé du point de vue de son économie, libéral, et qui a, lui, 240% de son PIB, de son produit intérieur brut. Alors, parce que le Japon a adopté un modèle que suggèrent d'ailleurs certains économistes de gauche américains. Il y a une théorie aux États-Unis qui s'appelle la nouvelle théorie monétaire qui se développe et qui dit, écoutez, vous pouvez avoir un énorme déficit public, donc à la fin une énorme dette publique, à condition que la Banque centrale s'engage à maintenir les taux d'intérêt à peu près à zéro. Le Japon, aujourd'hui, a des taux d'intérêt qui sont même négatifs. Donc il n'y a pas urgence à rembourser. Si vous avez une énorme dette, mais que les taux d'intérêt sont de zéro... Sauf s'il y a Bruxelles qui vous menace, peut-être. Oui, alors il faut avoir des règles, mais vous ne pouvez pas avoir une crise de la dette tant que les taux d'intérêt sont à zéro. Alors si elle ne vient pas des banques, si elle ne vient pas des dettes publiques et des taux d'intérêt très bas... Alors d'abord, je répète, il y a une crise qui est là, c'est la crise chronique des émergents, avec cette incroyable instabilité qui est causée dans les pays émergents par l'oscillation des capitaux. Et puis la crise de la dette publique, je crois que c'est le grand sujet de réflexion aujourd'hui du FMI, des États, des économistes, qui est que tout va bien, même si vous avez des dettes énormes, tant que les taux... tout va bien. Ah oui, mais tant que les taux d'intérêt sont très petits. La question de l'inflation aussi, pour l'instant, elle n'est pas d'actualité. Voilà, mais c'est la même question. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas d'inflation, les taux d'intérêt sont très bas et vous avez le droit d'être très endetté. Mais imaginez que l'inflation revienne, les taux d'intérêt vont monter et cette dette va devenir catastrophique. Donc l'humanité, enfin c'est plutôt les pays de l'OCDE, aujourd'hui fait le pari que l'inflation ne va pas revenir. Et que donc elle peut s'endetter à ces taux d'intérêt très bas et continuer à s'endetter. Quand Emmanuel Macron en France décide d'augmenter le pouvoir d'achat, il le fait par du déficit public. Donc, vous parlez des 10 milliards d'euros dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes. Mais 20 quand vous cumulez toutes les mesures. Quand le gouvernement italien baisse les impôts, augmente les transferts aux ménages, il le fait avec le déficit public. Donald Trump utilise le déficit public, vous parliez du Japon. Donc dans tous ces États, de fait, il y a une espèce de pari qui est fait, c'est que l'inflation ne reviendra pas, donc les taux d'intérêt vont rester très bas très longtemps, et donc on peut s'endetter. Et la question, c'est est-ce que c'est vrai? C'est plutôt rassurant ce que vous nous dites, parce qu'on ne voit pas d'où, en vous écoutant ce soir, elle pourrait venir, cette crise, au fond, pour l'instant. Si, elle retourne l'inflation. Parce que si l'inflation revient, à nouveau, les taux d'intérêt montent, et les taux d'intérêt montant, ces dettes deviennent insupportables. L'État japonais paye zéro d'intérêt sur une dette qui fait 240% du PIB, parce que les taux sont de zéro. Si, imaginez des taux d'intérêt à 4% au Japon, il devrait payer 10 points de PIB d'intérêt. Il ne pourrait pas. Donc il serait en faillite. Donc la clé du risque de crise, de cette crise-là, puisqu'à nouveau il y a d'autres sujets, c'est est-ce que nous croyons ou pas qu'on peut avoir un retour de l'inflation? Et vous voyez qu'au fond, c'est une question sur les salaires. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'inflation? C'est qu'on a déréglementé les marchés du travail et que les salaires augmentent très peu. Et comme les salaires augmentent très peu, il y a très peu d'inflation, les taux d'intérêt sont très bas et les dettes sont très élevées. Mais si on changeait le fonctionnement des marchés du travail, les salaires augmenteraient plus vite, l'inflation viendrait, les taux d'intérêt monteraient et les dettes seraient catastrophiques. Alors parlons justement d'économie réelle à présent. Que pensez-vous du bilan d'Emmanuel Macron quand il a gagné la présidentielle en France, quand il arrivait à l'Élysée? Ses détracteurs continuent d'ailleurs à le dire aujourd'hui, à parler de lui comme étant un homme venu de la finance, sous-entendu son ancien parcours à la banque Rothschild. Comment revoyez-vous son bilan économique jusque-là? Il a quand même pas fait, il n'a pas du tout il n'y a pas de mesure de politique économique majeure qui concerne le système financier ou le système bancaire. Je pense que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est le changement complet de philosophie de politique économique. Dans les 2 premières années, on a fait des politiques de l'offre.
Donc on avait un jugement qui était, le problème de la France, c'est les qualifications, les compétences. Donc on fait les réformes du marché du travail, on fait les réformes de la formation, etc. Que les entreprises n'étaient pas assez compétitives et donc on baisse les impôts des entreprises. Et puis là, on n'a pas abandonné cela. Mais on avait dit dans ces 2 premières années que c'était trop tôt pour relancer la demande tant qu'on n'avait pas réparé l'offre. Si vous ne pouvez pas produire davantage, c'est pas efficace de stimuler la demande. Et là, on a une grosse stimulation de la demande, avec le passage à un déficit budgétaire qui va être beaucoup plus important, sous la pression évidemment de l'opinion. Et simplement, ça ne se fait pas par les salaires. Parce que Emmanuel Macron a le souci de la compétitivité, ça se fait donc par le déficit, on en parlait avant. Et c'est une vraie rupture philosophique. On est passé d'une politique assumée, qui est une politique qui soutenait l'offre et donc qui soutenait les entreprises, à une autre politique assumée, qui est une politique qui soutient la consommation des ménages. Merci beaucoup Patrick Artus d'avoir répondu à nos questions. Discipliner la finance, donc, c'est le titre de votre livre. Il est publié aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau.